Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bonsoir, chers amis. Je suis le directeur de l'IPROS, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis très heureux de vous accueillir en cette fin de journée pour la présentation de l'ouvrage de Savitri Jallet, Les Caps de Bénarès, variations architecturales d'une rive sacrée. Et je la remercie d'avoir accepté notre invitation, ainsi que je remercie Pascal Faure, qui en est le grand orchestrateur. Je remercie également Marie-Hélène Zera, chercheure en aménagement de l'espace et en urbanisme et directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui a accepté de venir à la rencontre d'un public principalement d'architectes. Merci. Il vaut mieux le dire avant, oui, effectivement. Alors, une des raisons pour laquelle je suis particulièrement heureux que l'IPROS accueille Savitri Jallet et que je considère son ouvrage comme exemplaire. Cette tentative d'épuisement d'un site, pour paraphraser Georges Perec, qui lui épuisait les lieux, est une démonstration remarquable de ce que peut apporter l'architecture à la compréhension des rapports entre hommes et lieux, ou peut-être plus précisément entre hommes et milieu. Savitri le fait, entre autres, par une description minutieuse des dispositifs matériels qui sont les supports de la médiation entre des habitants et leur milieu. Ce sont ces dispositifs qui accompagnent, en les rendant possibles, les pratiques et les usages, qui les orientent parfois, voire même les déterminent. À cette fin, Savitri produit des outils qui rendent compte des ambiances. Ce sont les relevés, les croquis en perspective, etc. Par exemple, ce sont aussi les outils qui restituent la métrique des dispositifs matériels. Les relevés en coupe, les relevés en plan, en élévation. Ces outils sont encore ceux qui explicitent l'ancrage du site dans la géographie et son émergence dans le temps de sa construction et dans la durée. Les cartes et les plans synchroniques à diverses échelles et les cartes et les plans diachroniques qui nous montrent l'évolution de ces territoires. Savitri le fait aussi de manière savante, non seulement en historienne, mais en architecte historienne. Elle le fait en s'appuyant sur des documents d'époques diverses, parmi lesquels ces impressionnants panoramas que vous pouvez voir entre autres sur la couverture dépliée de cet ouvrage. Ces panoramas qu'elle ne se contente pas d'exposer, mais qu'elle redessine afin d'en faire, ou plutôt afin d'en extraire une sélection d'informations utiles à guider notre regard. Elle crée ainsi des faisceaux de représentation qui rendent compte de la puissance de ces lieux dans l'image mentale de ceux qui les habitent, de ceux qui les ont habités, mais aussi de la puissance d'imaginaire de ce qui fonde, ce qui est propre, ce que l'on peut désigner comme culture. Ce travail repose sur une remarquable capacité d'observation. Cette capacité s'appuie sur une non moins remarquable maîtrise du dessin. Un dessin qui n'est pas qu'un outil de restitution du réel et de l'imaginaire que ce dernier porte, mais qui est aussi une méthode d'approche, une méthode d'apprivoisement, voire une méthode de séduction, quand il s'agit de se faire accepter par
les occupants de ces lieux. Je vous invite à ce sujet à relire ou à lire l'introduction, la partie de l'introduction qui est consacrée à la question du dessin, très précisément les pages 22 à 25, dans lesquelles Savitri indique la manière dont le dessin est non seulement un outil méthodologique, mais aussi, je dirais, un reflet d'une certaine modestie. Cette tentative, donc, réussit, de mon point de vue, vous l'avez compris, cette tentative d'épuisement d'un site est démonstrative de ce que peut apporter l'architecte à la restitution et à l'explicitation de ce qui lie homme et milieu. Elle est démonstrative de sa capacité à représenter et nommer les phénomènes spatiaux pour comprendre et aider à faire comprendre les situations territoriales complexes dans un moment où il semble urgent de retrouver, voire de redéfinir nos manières d'habiter notre planète. Mais je cède la parole maintenant à Savitri, qui va nous guider dans ce cheminement de son approche descriptive progressive, comme elle le dit elle-même. Puis Marie-Hélène Zerra partagera les clés de sa lecture des Ghates de Bénarès, variation architecturale de rive sacrée. Merci Savitri, on va aller s'asseoir pour défiler des images. Bonjour à tous. Merci beaucoup André pour cette présentation très riche et très complète. Merci pour l'invitation aussi à présenter cet ouvrage sur Bénarès à Lipros. C'est le deuxième ouvrage sur Bénarès produit par ce laboratoire. Alors, l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui est plus particulièrement focalisé sur les berges de la ville. Il est issu d'une thèse de doctorat en architecture que j'ai préparée sous la direction conjointe de Pierre Clément et de Nathalie Lancret. Je les remercie vivement de leur accompagnement dans cette belle aventure. Je suis aussi surtout heureuse de présenter cet ouvrage à l'école d'architecture de Belleville, où j'ai effectué mes études d'architecture. C'est l'occasion pour moi de remercier les enseignants que j'ai dans cette école, qui m'ont donné le goût pour l'architecture dans toutes ses formes, qui m'ont aiguisé l'œil, nourri ma curiosité, et m'ont surtout légué, formé, transmis des outils incroyables pour voir et lire l'espace, le comprendre et le représenter. Alors, je vois certains des enseignants ici présents et donc je les remercie vivement de vive voix, encore une fois. J'aimerais également remercier la maison d'édition Métis Press, qui a fait un travail éditorial formidable. Je remercie toute l'équipe pour nos échanges très riches qui ont permis d'aboutir à cette publication. Alors, j'ai enseigné ici à Belleville, à l'école d'architecture de Belleville, et c'est le plaisir que j'ai d'enseigner qui m'a donné envie de faire cette thèse. Je n'ai pas fait cette thèse en sortant directement de l'école d'archi. Et donc, faire cette recherche me permettait de poursuivre le plaisir que j'ai d'enseigner. Et le choix de Bénarès comme sujet de thèse, j'en parle pas dans le livre, donc était assez immédiat. J'ai décidé de faire cette étude sur cette ville parce que la ville m'a énormément marquée. J'y suis allée dans mon adolescence, c'était un de mes premiers voyages sans les parents, et donc j'avais gardé un très bon souvenir de soirées passées sur les marches des berges, ces fameux Ghates, avec des amis à discuter, rigoler, chanter. Et donc nous étions dans un cadre magnifique au bord de l'eau. Je me souviens de la qualité sonore surtout induite par l'eau,
et aussi sûrement grâce à l'absence de véhicules motorisés. Et donc étudier Bénarès, entamer une recherche sur cette ville, c'était une façon pour moi de redécouvrir la ville et de l'étudier sous l'optique de plusieurs thèmes qui m'intéressent tout particulièrement. La problématique de l'eau dans les études urbaines et la question du patrimoine vivant. J'y reviendrai. Donc, pour ma présentation aujourd'hui, je vais tout d'abord rapidement introduire le GRAT, objet de recherche. Puis je présenterai les questionnements, les orientations, les méthodes adoptées pour effectuer ce travail de recherche, un peu comme l'a déjà présenté André, donc sur le terrain, dans les archives, et aussi grâce aux nombreuses lectures qu'on peut faire de la ville. Et enfin, je vous présenterai l'ouvrage chapitre par chapitre en essayant de dire l'essentiel. Donc, le GRAT est un dispositif constitué de marches et de gradins largement répandus en Asie du Sud. Il borde les berges non seulement de fleuves, mais aussi de bassins, de lacs ou d'étangs. Il répond à une hydrographie particulière où existent de grandes variations de niveau d'eau, très bas en été et très haut durant la mousson, et qui facilite ainsi l'approche à la surface de l'eau en toute saison, quel que soit le niveau de l'eau. Le mot veut aussi dire quai, gué, embarcadère, enfin tout type de berge, qu'elle soit construite ou non. Et à Bénarès, le mot désigne aussi bien l'ensemble de la berge que chaque entité particulière qui la forme, ou encore le simple escalier qui descend au fleuve. Alors, c'est un dispositif présent aussi bien dans les régions où il y a un surplus d'eau, où il y a des inondations, que dans des régions arides, par exemple ici, dans l'état du Rajasthan et aussi du Gujarat, dans ces régions un peu semi-arides de l'Inde. Ce dispositif architectural s'est développé autour de bassins et de puits construits pour récolter et sauvegarder l'eau de pluie, qui est très abondante pendant la mousson et qui est presque inexistante le reste de l'année. Et c'est une architecture aujourd'hui peu valorisée en Inde, souvent délaissée dans les milieux urbains. Dans les projets actuels d'aménagement de berges, par exemple, que ce soit à Delhi, au bord de la Yamuna, ou à Ahmedabad, au bord de la Sabarmati, la forme des grattes est absente. Et c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire ce travail sur ce dispositif, qui est, à contrario, très présent à Bénarès. Ici, à Bénarès, l'architecture des grattes s'est développée de façon monumentale. Et c'est vraiment unique en Inde et au monde, la façon dont ce dispositif s'est étendu. Et donc, les grattes à Bénarès constituent l'image de la ville. C'est un ensemble urbain constitué donc de grattes ou d'unités spécifiques, chacun différent. Et ces grattes ont été additionnées, juxtaposées et petit à petit reliées pour former aujourd'hui un espace public de 6 km de long. Ils attirent un grand nombre d'usagers, de citadins, de pèlerins, de touristes qui viennent régulièrement au bord du fleuve. C'est un lieu lié au quotidien, aux loisirs, aux festivités, à des pratiques rituelles performées dans les eaux des Ganges, que ce soit les ablutions, les purifications, les crémations aussi, et plein d'autres rituels hindous. Là, des festivités qui ont lieu sur les berges. Mais aussi l'usage quotidien, comme le bain, le nettoyage, le linge, la lessive. C'est un espace vraiment public, quotidiennement pratiqué et vivant,
On voit des chantiers navals, un théâtre sur l'eau. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est que ce dispositif n'est pas mort, n'est pas voué à disparaître, comme il est dans les grandes métropoles indiennes, mais bien un patrimoine quotidiennement pratiqué, vivant, régulièrement entretenu et réparé. Et la construction et l'entretien des grattes est encore très présente à Bénarès aujourd'hui. Les techniques ont évolué, les matériaux ont changé, mais la destination et la forme restent la même. Ce qui m'a également intéressée, c'est l'ingéniosité de cette architecture toute simple et son habilité à gérer les variations de niveau d'eau, des variations très importantes à Bénarès, où l'eau peut monter tous les ans de 5 à 20 mètres au-dessus du niveau d'étiage. Et donc, la complexité architecturale et urbaine de ce front fluvial donnait matière à étudier, à observer, à relever, à analyser. Alors, il existe une surabondance de documents sur la ville hindoue, la ville de pèlerinage qu'est Bénarès. Il y a des recherches historiques, religieuses, même anthropologiques qui abondent, mais très peu d'études ont été entreprises sur ces aspects architecturaux et urbains. Par exemple, il n'existe aucun plan des grattes, à part les quelques très beaux relevés faits par l'équipe de l'IPROS dans les années 80 et qui ont abouti au livre « Un voyage d'architecture » que je vois exposé ici. De plus, les cartes de la ville sont difficiles d'accès, n'ont pas été réactualisées depuis près d'une centaine d'années, et surtout la dispersion des données dans des multiples bureaux administratifs a rendu mon travail assez ardu. Il a fallu y aller de porte en porte pour trouver ces divers documents, souvent en mauvaises conditions, déchirés ou tout simplement disparus. Mais ce détour par les différents bureaux administratifs de la ville, donc le Jal Nigam, le bureau pour l'assainissement des eaux, le Bundi Division, bureau municipal entreprenant les travaux de réparation ou de construction de nouveaux grattes, ou le Public Works Department, le corps de génie civil qui entretient les grattes. Le centre des impôts de la ville aussi m'a permis de recueillir des documents, mais surtout de prendre connaissance des travaux effectués par les différents départements œuvrant directement ou indirectement sur l'entourage et sur l'espace des grattes. Donc, le manque de plans m'a aussi amené à me référer aux abondantes illustrations des grattes de Bénarès, des peintures, des gravures, des aquarelles, des photographies, mais aussi des panoramas, comme vous voyez là, qui représentent les grattes. Alors là, on voit un fragment de ces panoramas qui font près de 10 mètres de long. Celui-ci se trouve au musée du Quai Branly. Il y en a qui ont été publiés comme celui-là, qui se trouve au musée, au British Museum à Londres. Et ce panorama du 19e siècle qui se trouve au musée de Bâle. Donc, toutes ces images, toutes ces illustrations existantes, beaucoup de peintures aussi, 18e et 19e siècle, faites par des peintres qui venaient de l'Occident, m'a permis de reconstituer l'histoire et le développement de cette berge. Alors, la difficulté à recueillir des documents sur les grattes m'a aussi encouragée à arpenter le terrain, à faire des dessins, comme l'a soulevé André, et à relever plusieurs grattes. Alors, cet outil de connaissance particulier à l'architecte permet de faire une synthèse spatiale des lieux observés, d'identifier les spécificités d'un lieu, de dessiner ses limites spatiales, que ce soit le mur de soutènement d'un palais, d'un temple, d'un jardin suspendu, que ce soit un chemin d'un côté d'une gratte et le fleuve de l'autre, ou encore les limites entre les grattes qui déterminent chaque gratte le long du fleuve.
Alors, ces dessins et ces relevés sont avérés indispensables pour comprendre l'espace urbain et les formes architecturales, et aussi pour rentrer au cœur des préoccupations des habitants du lieu, les manières dont ce lieu est perçu, est approprié, ainsi que les attentes des habitants par rapport à ce lieu. Voilà quelques dessins et relevés. Alors, ces différentes sources m'ont permis de croiser plusieurs disciplines. Là, c'est un projet d'aménagement d'un gratte fait par l'INTAC en Inde. Alors, toutes ces sources m'ont permis de croiser plusieurs disciplines, la géographie avec les données inhérentes du site et au mythe fondateur, son histoire et les aspirations de ses constructeurs, la réalité socio-culturelle et religieuse propre aux Ganges, les spécificités du mode d'habiter et d'utiliser cet espace, ainsi que le rôle des services publics dans la formation et la transformation des grattes de Bénarès. Alors, je me suis focalisée sur la dimension architecturale et urbaine de cet ensemble de grattes en partant de ce qui est déjà produit et de la réalité des grattes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la particularité du front fluvial de Bénarès? Alors, la particularité ou la singularité de ce lieu est qu'il est composé d'une multitude de grattes, tout en formant un ensemble urbain défini. En effet, chaque gratte a été construite isolément, à différentes périodes et par divers bâtisseurs venant du sous-continent. Les grattes se distinguent tous les uns des autres par leur forme, leur structure, leur dimension. Il n'y en a pas deux de pareils. Cependant, en dépit de leur grande hétérogénéité, les grattes de Bénarès sont reliés entre eux et présentent un front d'eau d'une grande unité urbaine. Et c'est de cette unité qu'il est question dans cet ouvrage, dans cette recherche, de comprendre l'organisation formelle, spatiale et symbolique des grattes dans la constitution, dans l'élaboration et la construction d'un fait urbain aux dimensions exceptionnelles. Cependant, à quelle échelle entreprendre son étude? Alors là, je vous mets la table des matières du livre qui permet de saisir les différentes échelles de lecture que j'ai entrepris pour cette recherche. J'ai inscrit l'étude à l'échelle paysagère, urbaine et architecturale dans le but de comprendre et d'analyser les diverses logiques mises en œuvre dans la constitution de ce front d'eau fluvial afin de reconstruire l'ensemble ainsi que chacune des parties qui la forment. Tout d'abord, l'échelle du territoire pour aborder son milieu fluvial et topographique, l'échelle de la ville pour aborder l'espace urbain, tout particulièrement les voies qui mènent aux fleuves et aux grattes, l'échelle du parcellaire pour expliquer le dimensionnement de chacun des grattes, l'échelle structurelle en rapport avec les techniques mises en œuvre par le biais de travaux hydrauliques anciens et les plans d'exécution de grattes entrepris par la ville aujourd'hui, l'échelle de l'espace architectural aussi et celui de l'objet qui s'inscrit dans cet espace, l'échelle du détail de mobilier urbain en rapport avec l'usage des grattes ou même l'échelle humaine de la marche en rapport avec le corps. Donc, le premier chapitre, à la frontière d'un territoire sacré, présente essentiellement le rapport des grattes à l'histoire et à la géographie du territoire de Bénarès et du cours du Gange. Cela me permet de souligner les spécificités culturelles à l'origine de cette forme architecturale et d'expliquer comment la dimension sacrée du fleuve entretient ce dispositif aujourd'hui. Alors, il faut rappeler que la ville symbolise un peu l'ensemble de la culture hindoue. C'est un des lieux de pèlerinage les plus importants de l'Asie du Sud. Et c'est une ville qui est aussi connue pour être une des plus anciennes villes au monde, toujours habitée. Donc, en tout cas, les origines de cette ville sont à chercher au plus près du Gange. C'est toujours en rapport avec le fleuve et ses rives que la ville s'est organisée et développée.
Sa berge est le lieu où est née la ville et d'où procède son développement. On peut aussi dire que la berge est la limite la plus constante de la ville, puisque la ville ne s'étend pas sur la rive opposée. Les grades sont orientés donc vers l'est, vers le soleil levant. Ils sont construits sur un méandre que forme le Gange à cet endroit, sur une rive haute, située en dessus du niveau d'inondation pendant la mousson. Et ils font face à une rive opposée, entièrement agricole, une plaine d'inondation, submergée pendant la mousson. Et donc, les habitués des grades viennent y prendre un bain d'eau, un bain d'air aussi, et de soleil tous les matins, beaucoup en tout cas, d'entre eux. Et les façades des palais des grades sont illuminées chaque matin par le soleil et par les reflets de l'eau qui les font vibrer. C'est assez magique. Et donc, le dévot qui vient adorer le Gange à cet endroit adore aussi en même temps le soleil et le paysage environnant. Donc, voici le plan du bassin du Gange. Bénarès se situe à peu près à mi-chemin du fleuve, à mi-cours du fleuve. Il prend sa source dans l'Himalaya, au nord de l'Inde, et coule. Alors, sa source est au nord-ouest et coule vers le sud-est à travers la plaine gangetique et se déverse dans le golfe du Bengale. Alors, Bénarès, dans l'histoire, était un lieu de passage, un carrefour très important au croisement donc d'une voie fluviale est-ouest, le long du Gange, et d'une route nord-sud qui allait de la vallée du Katmandou au nord jusqu'au sud de l'Inde. Et donc, la ville était située à un point stratégique sur le Gange et a longtemps été un lieu important de commerce. Il faut voir le développement de la rive et des grades, aussi en rapport avec un trafic fluvial très important au XVIIIe et XIXe siècle, qui a été délaissé avec l'arrivée des chemins de fer. De nombreux grades ont été construits par des mécènes. Construire un grade faisait partie d'un acte de charité. Et la construction des grades allait de pair avec la construction de palais sur le Gange. Ces palais donc, dominent le fleuve et représentent d'une certaine façon la force et le pouvoir de ces riches banquiers, commerçants et rois venus de toute l'Inde et de l'Asie du Sud. Un des plus anciens palais toujours existants sur la berge, c'est le palais de Mansi, que vous voyez en bas, construit au début du XVIIe siècle par le roi d'Ambert, qui était ministre de l'empereur mongol Akbar. Et ensuite, la plupart des palais qu'on trouve sur la berge furent édifiés entre la moitié du XVIIIe siècle et la moitié du XIXe siècle. Alors, dans ce deuxième chapitre composé avec un site, j'analyse le dialogue qui existe entre cette forme urbaine et les caractéristiques spécifiques du site qui lui sert de support, sa géologie, sa topographie et son climat. Je montre comment chaque grade s'intègre à la forme de la berge, au tissu urbain de la ville et à l'architecture existante du front fluvial. Il s'avère ainsi que les spécificités topographiques de la berge influencent la spatialité, la forme ou même l'importance religieuse d'un grade. Par exemple, les lieux de pèlerinage les plus auspicieux sur ce fond d'eau sont les lieux des anciens ruisseaux se déversant dans le Gange, aujourd'hui lieu de déversement des égouts de la partie de la ville se trouvant au contact du fleuve. Alors, ces anciens ruisseaux marquent à des époques successives, ou marqués parce qu'ils n'existent plus, ils marquaient les nombreuses limites de la ville. Et avec son extension, la ville va donc franchir ces limites, s'étendant à chaque fois jusqu'au prochain cours d'eau, donc d'aval en amont, du nord vers le sud, chaque nouveau arrivant cherchant les eaux les plus pures.
Donc, c'est près de ces limites, lieu de confluence d'un cours d'eau avec le Glanche, qu'avaient lieu les crémations. Ces confluences étaient des lieux de transition qui séparaient le domaine sacré à l'intérieur de la ville de l'extérieur situé au sud et pollué à cause des crémations. Donc, ces anciens cours d'eau situés dans des talwegs entre les collines offraient aussi un paysage moins abrupt, permettant un accès au fleuve au travers d'une pente beaucoup plus douce. Et aujourd'hui, ces lieux d'ancienne confluence forment des grattes avec un espace très large, très étendu, permettant le rassemblement de nombreux pèlerins. Nous voyons que les grattes les plus sacrées de la berge, où se concentrent donc les pèlerins, les activités rituelles, les ablutions, etc., sont aussi aujourd'hui les lieux où se déchargent les égouts de la ville. Des pompes à égouts ont été installées dans les années 80 dans un effort pour dépolluer le Gange, mais souvent ils ne fonctionnent pas, et donc c'est vraiment des endroits extrêmement pollués. L'analyse des plans a également permis de montrer comment les ruelles dans la ville, à l'intérieur de la ville, suivent une orientation plus ou moins cardinale, nord-sud et est-ouest. Et par contre, l'orientation des grattes, qui est le prolongement de ces chemins, de ces ruelles, l'orientation des grattes se réajuste afin d'être perpendiculaire au fleuve et donc faire face au fleuve. L'analyse du parcellaire permet de voir aussi, selon son découpage plus ou moins serré, les lieux sur la berge les plus anciens, dus à des découpages successifs, mais aussi les plus prisés pour les pèlerins. Donc, on voit dans ce chapitre, dans ce deuxième chapitre, comment les spécificités topographiques de la berge influencent le nom des grattes, leur importance religieuse, mais aussi les limites, les découpages des grattes, ainsi que leur accès depuis la ville. Et cela encore aujourd'hui, malgré le fait que l'aménagement architectural et urbain a transformé à son tour le paysage, générant par là des pratiques nouvelles de l'espace. Là, c'est deux plans, 2 siècles différents qui montrent un peu les aménagements qui ont été entrepris sur tous les bassins qui existaient. J'en parle pas aujourd'hui, mais j'en parle dans le livre, tous ces bassins qui existaient et qui servaient de déversoir lorsque il y avait des grandes inondations et permettaient à la ville de ne pas être inondée, et qui ont été asséchés par les Anglais pour construire des parcs. Alors, le 3e chapitre, dans ce 3e chapitre, je parle du rôle protecteur des grattes. Le gratte s'adapte à une région rythmée par l'arrivée de la mousson chaque année. Et lors de la mousson, gorgée par les pluies et aussi par la fonte des neiges himalayennes, l'eau monte tous les ans. Alors, tous les ans, autour de 5 à 10 mètres, mais il peut y avoir des crues exceptionnelles qui vont jusqu'à 20 mètres de haut. Donc, on voit là les différentes hauteurs. Et le fleuve, qui est large de 300 à 500 mètres, au moment de l'étiage, s'étend après la mousson sur une distance d'à peu près 1 kilomètre. Alors, l'espace des grattes réunit aussi bien l'espace du fleuve et l'espace urbain. Il fait partie de ces deux milieux, aux limites floues, changeantes, selon les saisons et les différentes hauteurs du niveau du fleuve. Là, on voit sur le même gratte comment l'eau peut monter et submerger complètement
les berges. Donc, selon les variations saisonnières, les marges des Grats sont soit inondées et réappropriées par le domaine du fleuve, soit elles demeurent un espace libre et sec, devenant un espace public libre pour la ville. Et donc, dans les relevés là que vous voyez, je montre la ligne qui permet de voir la hauteur de l'eau au moment des grandes crues. Et donc, cette forme de gratte en emmarchement ne fait pas barrage au fleuve. Il ne l'empêche pas de gagner du terrain. Il y a une continuité entre la ville et le fleuve. Le gratte n'oppose pas un espace à un autre ou un intérieur à un extérieur. Il protège la ville et l'eau tout en reliant et réunissant ces deux domaines. Et donc, face au courant dévastateur du fleuve, le gratte se révèle être un élément structurel. Et je l'étudie donc dans ce troisième chapitre. La forme des grattes augmente le périmètre mouillé de la berge, réduisant en conséquence sa charge. L'aménagement en escalier renforce la stabilité de la berge tout en s'adaptant aux variations de niveau d'eau, ce qui permet à la fois de jouer le double rôle d'accueillir le fleuve et de protéger la berge. Et donc, on trouve des formes de gratte en forme de pyramide, des pyramides tronquées. On les trouve surtout dans les plus anciens grattes, toujours en place, datant du XVIe et XVIIe siècle, qui ont cette forme et s'étendent donc en largeur au fur et à mesure de leur descente. Et cet agrandissement peut se faire sur un seul côté, le côté amont, pour contrer de face le courant du fleuve, ou de façon symétrique en amont et en aval. On peut dire que cette forme avec ces deux arêtes se dirigeant comme des contre-boutants, comme des arcs-boutants un peu sur le fleuve, sont là pour mieux résister au fleuve. Donc, on voit sur le plan comment ces grattes sont aménagées face à la direction du fleuve qui vient du sud vers le nord. Et on voit un peu plus haut dans le plan d'autres types de berges qui ne sont pas en forme pyramidale, mais droites, avec des plateformes et des bastions sur les côtés latéraux. Alors, ces bastions de forme soit cubique, octogonale ou circulaire, ces plateformes se trouvent à différents niveaux le long des deux extrémités du gratte et marquent ses limites. Elles forment la partie supérieure en fait de fondation qui renforce donc les extrémités latéraux du gratte. Et elles ancrent la structure du sol de la rivière et protègent le bord des marches de la force du courant du fleuve. Alors, ces marches sont posées sur des fondations qui sont des puits en maçonnerie qui descendent en dessous du niveau de l'eau. Construits de briques et de chaux, ils sont reliés par des arcs massifs soutenant les soubassements sur lesquels est construite donc la superstructure des grattes. Et le creux des puits est rempli d'un gravat de pierre et l'espace entre eux de pierre et de chaux. Et donc là, on voit le Taj Mahal construit sur ce type de fondation qui ont été ramenés vraisemblablement par les Moghols quand ils sont venus en Inde au 15e, 16e siècle. Et à droite, c'est des fondations qui sont aujourd'hui visibles dans la ville de Vrindavan, sur le fleuve Yamuna. Le fleuve est tellement descendu bas que ces fondations circulaires sont visibles. Et donc, j'étais allée prendre des photos.
Là, c'est des plans que j'ai trouvés, établis au tout début du 19e siècle par un Français, Alexandre Leroux de Flay, qui voulait ramener ce type de fondation et le promouvoir en Europe. Alors, le 4e chapitre, variation autour du thème de la marche, parle de la marche, de l'escalier, de ce dispositif qui se révèle très, très plastique, très malléable. Cette marche, donc élémentaire du Grate, interprète par son addition et sa multiplication, elle interprète librement le paysage et la berge. Et donc, chaque Grate est différent de par le site qu'il épouse. Chaque Grate s'intègre à la forme de la berge, au tissu urbain de la ville et à l'architecture du front fluvial, et représente donc de façon variée le rapport de la ville à son fleuve. Donc j'ai étudié la marche, le gradin, l'emmarchement, le degré aussi, il y a différentes façons de parler de ce dispositif. Une forme architecturale qui est peu étudiée et pourtant essentielle dans l'élévation de l'art de construire. Divers types de marches et de paliers sont étudiés. Des paliers qui se transforment en grandes places, des plateformes qui bordent les limites des grades, des terrasses présentes à différentes hauteurs de la berge, posées sur des murs de soutènement. Et donc, tous ces dispositifs décrivent de formes multiples qui sont édifiées ou creusées et qui constituent l'architecture physique des grades. Et donc, ces différents éléments sont catégorisés dans une tentative d'étude typologique selon que ces divers éléments soit suivent la pente, comme les emmarchements, soit se surélèvent du sol, les plateformes, les murs de soutènement, les terrasses, ou soit sont creusés dans la matière, comme ce bassin qui se trouve à Kedalgrat, le long du fleuve, ou des galeries creusées sur le front. Donc voilà, on voit ces galeries complètement submergées pendant la saison des pluies. Quindi avec le marais, ça change. Comment? C'est le gorge. On reviendra aux questions peut-être après. Alors, dans le chapitre 5, j'ai pas montré l'image. J'analyse 5 grattes. Et cette analyse a permis d'identifier pour chacun d'eux un élément particulier de sa topographie que j'appelle l'élément générateur qui explique sa configuration. Cela a permis de faire un inventaire de différents éléments présents dans chacun de ces 5 grattes, des éléments qui forment ces grattes. Je décris ces éléments individuellement, mais aussi en lien avec le gratte et avec l'ensemble de la berge. Et donc, cette mise en rapport entre les détails et le front fluvial dans son ensemble est constant dans mon travail. Ensuite, les 2 derniers chapitres parlent du rôle et de la fonction d'articulation des marches du Grate. Donc, l'articulation entre la ville et le fleuve, pour le chapitre 6, et l'articulation avec l'ensemble de la berge pour le chapitre 7. Donc, dans ce chapitre 6, j'étudie tous les chemins, parce qu'en fait, beaucoup des premiers grattes, étaient des chemins qui suivaient des cours d'eau qui se déversaient dans le Gange. C'est un peu comme l'analyse de Bernard Rouleau sur les rues de Paris, qui est assez similaire. À Bénarès, il réunit souvent un temple dans la ville et l'eau du Gange. Et là, dans ce panorama, on voit un petit chemin qui monte très haut vers un des temples.
Et donc, on peut dire que les premiers grades sur le front du fleuve étaient des chemins isolés qui reliaient la ville au fleuve. Et arrivant au bord de la rive, ces chemins se transforment en marches, en grades, descendant à l'eau. La nécessité de l'eau du Gange pour tout rituel et acte de purification dans un temple exigeait un accès facile, simple et direct au Gange qui était censé donner cette eau qui purifiait. Et donc, dans d'autres villes où les berges ne se sont pas développées et étendues comme à Bénarès, se trouvent encore ces premiers grades, ces premiers passages qui relient le fleuve au temple. L'éloignement de l'eau du fleuve est bien souvent donc à l'origine de la création d'un chemin ou d'une voie. Donc voilà, c'est tous ces divers chemins qu'on retrouve et qui relient donc des lieux importants de pèlerinage, des temples dans la ville, des bassins d'eau. Et là, un chemin très important qui relie le Manikarnika Ghat, un des ghats les plus importants, dans le centre de la ville, et le temple de Vishwanath, qui se trouvait à l'emplacement. Aujourd'hui, ça a été remplacé par une mosquée, donc le temple a été reconstruit un peu plus bas au sud de la mosquée. Et on voit dans cette représentation des pèlerinages, on voit ce chemin qui est représenté par un trait qui mène du fleuve vers le temple. Donc, dans le 7e chapitre, donc c'est le dernier chapitre, j'examine la signification de cette architecture, de cet espace, pour celui qui le parcourt, pour celui qui le visite, le construit ou le représente. Cette fonction d'articulation communique un sens, ici pour le ghat, celui d'appartenir à un lieu de pèlerinage. Le ghat, dispositif hérité qui correspond à des pratiques anciennes de l'espace, fabrique et accompagne l'expérience d'un lieu sacré. Et il reflète ce qu'on attend de ce type de lieu religieux et fait partie de la construction d'un mémoire collectif d'un lieu dans la fabrication de la ville actuelle. Donc petit à petit, on voit par exemple dans cette image du fin XVIIIe siècle, des grades ponctuels qui relient la ville au fleuve et entre eux des espaces complètement vierges de toute construction. Et petit à petit, les grades sont construits et s'étendent sur tout le Gange. La construction ne se fait pas d'un seul coup, comme par exemple les quais de la Seine, à Paris, mais ils se font sur plusieurs siècles et progressivement par des initiatives individuelles et privées. Avec la construction de nouveaux grades, les marches de grades se relient, s'ajustent aux grades déjà existants, adjacents. On rattrape les niveaux, des différents niveaux entre les grades pour créer petit à petit un chemin longitudinal le long du fleuve. Et donc, ces panoramas ont permis de voir un peu l'évolution de cette berge dans le temps, parce que elle représente vraiment la ville entre ces deux confluences qui sont la Varuna et la Assi. Et là, je montre les chemins de pèlerinage parce que c'est à cause de ces chemins de pèlerinage, c'est parce que ils existent et qu'ils sont utilisés qu'il y a
il y a ce projet de relier tous les grades entre eux pour créer vraiment ce chemin le long du fleuve. Et donc, en voilà, dans ces deux anciens plans, ce chemin de pèlerinage qui est marqué par des pointillés et qui montre que le pèlerinage existait. Et même si le Graal n'était pas encore complètement construit. Et c'est vraiment le souhait de vouloir consolider ce cheminement donc on voit ce cheminement qui se retrouve sur un palier qui s'élargit à un moment donné pour permettre ce cheminement le long du fleuve. Et donc, la construction des grades, leur articulation, va créer progressivement un chemin bâti qui s'étend sur tout le fleuve. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Marie-Hélène a partagé la lecture qu'elle a faite de livre et appelé certaines réactions de Savitri. Puis on passera la parole à la salle pour préciser les questions. Je me ferai l'intermédiaire ou l'animateur de ce petit échange, si vous voulez. Merci Marie-Hélène. C'est parfait. Je vais essayer d'aller assez vite pour justement permettre d'ouvrir plus rapidement les discussions. Et je voulais vous remercier de m'avoir invité. Merci Savitri, parce que j'avoue que j'ai vraiment énormément aimé votre ouvrage, que je trouve très beau et très riche, bien sûr, au-delà de l'iconographie dont je vais un peu reparler. Et je voulais aussi simplement dire que j'ai hésité à accepter en fait parce que même si j'ai fait comme vous l'avez dit, je suis chercheuse en urbanisme et en aménagement, en réalité je suis beaucoup plus proche de la sociologie urbaine que de l'urbanisme. En fait c'est juste le long de mon parcours, plus que ce que je fais moi sur les villes indiennes sur lesquelles je travaille, mais je travaille beaucoup plus en économie politique, en sociologie urbaine. Et j'avoue que j'ai ouvert les yeux sur un champ complètement différent en lisant votre ouvrage de A jusqu'à Z et j'ai vraiment trouvé ça extrêmement fascinant. Donc ceci étant dit, j'ai accepté parce qu'en fait, je suis allée à Bénarès en 1992, donc c'est il y a très très longtemps. Et par une étrange circonstance, j'y suis retournée en février de cette année. Et donc j'ai retrouvé à la fois la magie de Bénarès que vous avez annoncé au début, cet espace incroyable, cette rive magique, complètement étonnante, à laquelle on est très peu habitué, et puis en même temps, on voit des changements assez brutaux ou radicaux sur cette rive et l'évolution de la ville. Et donc j'étais d'autant plus intéressée à lire cet ouvrage pour essayer de regarder avec d'autres yeux ce que je venais de voir et les mémoires que j'avais gardées de cette ville. Donc merci vraiment pour cela. Et je vais vous dire en quoi j'ai trouvé vraiment, alors au-delà de tout le travail de dessin dont vous avez parlé, avant de laisser la parole à Savitri, les relevés, les panoramas, les illustrations, la discussion sur l'histoire de l'illustration de cette ville, que j'ai trouvé absolument fascinant pour moi qui suis incapable même de faire un petit dessin, donc je ne parle pas de... Donc vraiment cette attention aux détails tout au long de l'ouvrage est absolument vraiment remarquable, j'ai trouvé ça absolument remarquable et j'ai beaucoup apprécié la lecture à partir de l'aspect architectural qui en réalité pour moi, qui m'intéresse plutôt à la transformation des villes, aux enjeux sociaux, à l'économie politique, qui m'ont permis quand même, à partir de votre objet, qui est très différent du mien, de retrouver tout un tas de lectures que je fais, moi, de la ville indienne, à partir
des enjeux politiques, à partir de la manière dont les gens habitent l'espace. Et j'ai trouvé qu'on voit à quel point vous avez eu, c'est ce que vous disiez exactement à l'introduction, épuiser l'objet, c'est-à-dire à partir de cet objet du GATT, ce dispositif spatial, la capacité à travailler à la fois sur les articulations, les limites, les frontières, les espaces. Donc ça, j'ai trouvé vraiment fascinant. Et pour moi, peut-être les quatre éléments, parce que vous avez déjà bien décrit dans votre présentation les différents chapitres, j'ai aussi beaucoup aimé le rythme en fait. Parce qu'on a l'impression de naviguer sur ce fleuve, parfois de s'arrêter. Donc certains chapitres, on s'arrête. On est comme dans les bateaux des touristes ou des pèlerins qui s'arrêtent devant un GATT. On regarde bien précisément où sont situés les arbres, où sont situées les marches, où sont situées les plateformes. On est vraiment dans une position d'observateur. Et puis parfois, quand on parlait du passage, des pèlerinages, ou du fait de relier la ville au fleuve, on a l'impression au contraire d'être sur le bateau et de naviguer. Et ce rythme, en fait, est vraiment... J'ai beaucoup aimé ces chapitres où on s'arrête à un endroit, on regarde exactement ce qui se passe, aussi les chapitres où vous décrivez les 5 GATT, et puis les moments où on est vraiment dans le mouvement. Et je trouve que vous réussissez ça très très bien, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour moi, donc, vous travaillez à la fois vraiment ce qui sont les éléments de ce dispositif spatial, vous l'avez montré là, très bien, les marches, les plateformes. Et en vous écoutant, je me disais, parce que je repensais aussi à ce voyage que j'ai fait tout récemment, et je me disais que, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'œil que vous avez, en même temps, on vit ces espaces, on les vit. Donc je me disais, ah ben oui, je me suis beaucoup promenée sur ces GATT en février, et puis il y avait des endroits où je m'arrêtais. Plus, où je me prenais une petite tasse de thé, je m'arrêtais, je regardais, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les GATT où, dont vous parlez très bien, où il y a des arbres, par exemple, parce que c'est aussi des arbres rituels, des plantes très importantes, et ce sont des espaces justement propices à ce qu'on s'arrête, il y a de l'ombre, etc. Et je me suis dit, ben oui, en réalité, on voit bien à quel point, j'ai beaucoup aimé le passage sur les arbres, parce que en fait, ce qu'on voit là dans les images que vous avez vues, vous avez beaucoup de patrimoine bâti, et en fait, l'arbre et aussi la nature est extrêmement important dans ces GATT, et je trouve que vous le montrez extrêmement bien, et c'est pas forcément ce à quoi on pense quand on visite Bénarès ou qu'on est à Bénarès. J'ai aussi beaucoup aimé le travail sur les articulations, sur la notion de limite, la notion de frontière, hein, parce qu'à la fois, c'est une frontière, mais c'est une frontière poreuse. Et je crois, quand on connaît assez bien, je pourrais même dire, moi qui m'intéresse beaucoup à la gouvernementalité, à la manière dont le gouvernement indien fonctionne, la manière dont les usagers, je travaille beaucoup sur la question des services publics, hein, par exemple, dont les usagers ont une relation à ce gouvernement. À la fois, il y a une sorte de gouvernement direct très rigide, avec un certain nombre de normes, de lois, un cadre administratif extrêmement complexe. Et en même temps, il y a toujours une porosité dans la manière à laquelle on peut accéder à l'État en réalité. Alors là, je dévie complètement de votre sujet. Mais en réalité, je me disais, c'est à quel point la frontière est toujours poreuse dans les villes indiennes. Et là, on le voit à partir de ce dispositif hein, de la limite, ça peut être le mur de soutènement, la marche, et je trouve que ça illustre assez bien quelque chose que d'autres types de recherches sur la ville indienne peuvent montrer de manière totalement différente. Et de la même manière, c'est ce que vous appelez la flexibilité ou la plasticité, et on le voit dans le travail que vous faites sur la temporalité. Les usages, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le GATT de la même manière le matin, l'après-midi, le soir, selon qu'on est un batelier, qu'on soit un pèlerin, qu'on soit un touriste occidental ou un touriste indien, parce que le touriste indien est à la fois pèlerin, mais aussi de moins en moins pèlerin, à mon avis, de plus en plus touriste dans son rapport à la ville. Et je trouve que là encore, cette fluidité, cette plasticité, qui me semble être une caractéristique de l'usage des espaces dans les villes indiennes, pas forcément les GATT, ça peut être tout un tas d'espaces, ça peut être les parcs dans les grandes villes, ça peut être le trottoir dans une grande ville qui peut se transformer en espace de chalandage ou
enfin, en différents usages de l'espace. Et je trouve qu'on voit à quel point le GATT, en réalité, vous pourriez en faire presque un objet, un fait social total pour décrire la vie indienne. Je trouve que c'est assez fascinant. Et puis, ce qui est aussi très très réussi, je trouve, dans votre ouvrage, c'est, même si vous ne le dites pas comme ça, mais c'est ce que je me suis dit en vous écoutant, en réalité, le monument, c'est l'ensemble de cette rive, et c'est le monument principal presque de Bénarès. Et cette capacité à travailler la singularité des éléments du dispositif, la singularité des GATT, que vous faites très bien dans le chapitre sur les 5 GATT, et la capacité à montrer cette unité, j'ai trouvé ça assez remarquable. Donc je vous remercie, moi, de m'avoir donné à lire ce livre, que je n'aurais sûrement pas lu si je n'avais pas eu à le discuter. Et je pense que c'est vraiment un travail tout à fait remarquable. Alors après, je voulais ouvrir la discussion sur certains points, si vous me le permettez. Sachant que je laisserai au public toutes les questions peut-être d'architecture ou de plus spécifiques. Moi, j'ai des questions qui sont un peu en dehors puisque c'est pas vraiment mon champ, mais alors une première question, c'était autour de l'eau en fait, parce que vous travaillez cette relation de la ville avec le fleuve. Et moi, j'ai lu sur Bénarès beaucoup de choses, et vous mentionnez qu'il y a eu ce grand projet on va dire de nettoyage de ce fleuve qui est en réalité aussi extrêmement pollué, même s'il n'est pas pollué symboliquement, bien au contraire. Et s'il y a de fortes croyances sur l'absence de gravité de cette pollution, et il y a eu énormément de mouvements sociaux. Et moi j'aimerais remettre un peu les habitants au milieu des GATT. Donc une question que je me pose, c'est, comme vous le dites, c'est un patrimoine vivant, et donc il y a eu autour de tous ces projets de transformation, de nettoyage du Gange, de redonner au Gange sa splendeur, en réalité des mouvements très ancrés dans la ville de Bénarès, pour donner une autre vision de ce fleuve, pour expliquer sa spécificité, pour refuser un certain nombre d'interventions. Vous en mentionnez une dans le livre qui est monstrueuse, qu'on voit cet égout, cette station de traitement qui est sur un GATT et qui complètement coupe, justement s'impose comme une frontière, cette modernité là qui s'impose comme une frontière. Et je voulais savoir si autour de... Vous parlez du patrimoine vivant, je voulais savoir autour de... Est-ce qu'il y a eu des sortes de mouvements autour de certains GATT pour préserver certains monuments, ou pour justement préserver certains arbres, parce qu'à mon avis, il y a dû y avoir des tentatives d'éliminer une partie de la nature. Donc c'est une question assez générale, mais c'est un peu pour comprendre la relation de certains habitants et des vrais habitants de Bénarès par rapport à ces GATT. Parce que ça, on ne le voit pas peut-être bien. On voit bien qu'il y a une sorte de relation vraiment très forte pour les habitants de Bénarès à ces GATT, à ce fleuve. Et on ne voit pas bien comment ça peut se traduire parfois dans des relations conflictuelles, par exemple avec les autorités publiques qui veulent aménager ces GATT, ou avec les hôteliers dont vous dites bien à quel point ils transforment les palais en hôtels, et ça a des conséquences assez importantes sur le patrimoine architectural. Donc ça, c'était un premier point que je voulais vous poser. Une deuxième question qui m'intéresse, je me suis dit, vous montrez aussi très bien la construction au fil du temps de cet espace continu en réalité, et de manière assez singulière. C'est-à-dire, un GATT va être construit, et puis un autre, et en même temps ça crée cette grande unité. Et je me demandais, vous n'en parlez pas, mais je me demandais s'il y a eu des influences dans la construction des palais, entre, je sais pas, différents GATT. En fait, comment dire, je sais pas comment le dire exactement, mais je me suis dit, ah, est-ce que c'est une différence et alors là, vous m'excusez, hein, parce que comme je vous dis, je suis absolument hors de mon champ, mais souvent quand on va, et j'en reparlerai après, mais quand on parle de monuments, de palais, on parle des marches, hein, évidemment, mais je parle de cet élément spécifique du dispositif, on met souvent des noms derrière.
en tout cas dans notre culture occidentale. Le bâtisseur, celui qui bâtit, c'est quand même quelqu'un qui reste dans le patrimoine, en tout cas dans l'image de ce patrimoine. Et j'aimerais savoir s'il y a des noms que vous pouvez associer à Bénarès, et puis s'il y a justement des influences. Vous parlez un peu de l'influence moghole sur un palais, mais on ne voit pas bien s'il y a eu des influences au cours du temps. Et ça, j'aimerais bien savoir si vous pouviez nous dire si c'est possible de tracer cela ou pas du tout. Et puis, je remets mes lunettes, sinon je suis un peu perdue. Vous mentionnez aussi, et ça je sais que c'est un peu en dehors de votre sujet et que c'est vraiment la postface, mais moi je pense que c'est important d'en parler ici et puis peut-être d'en discuter, et puis moi j'aimerais avoir votre avis évidemment sur ça. Vous dites bien, vous dites page 99, c'est une des rares endroits où j'ai noté un numéro de page, donc je mentionne. Vous dites qu'il y a vraiment une capacité à mélanger constamment, en réalité, en Asie du Sud, l'ancien et le moderne. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Hein. On a le nombre de monuments dans les villes qui sont appropriés quotidiennement, qui ne sont pas enfermés, clôturés. Et je ne sais pas si vous savez, et on ne sait pas, je ne sais pas s'il y a des photos ici, mais il y a eu un grand projet qui est le temple, un des temples principaux de la ville de Bénarès, qui était enfermé, en tout cas un peu en retrait du Ghat, parce qu'il y avait des habitations, un vrai vieux centre-ville, qui était en fait le vieux centre-ville de Bénarès, qui a été détruit par le gouvernement actuel pour relier le temple quasiment principal de Bénarès, en tout cas le plus connu de Bénarès, le plus visité de Bénarès, le plus symbolique de l'hindouisme à Bénarès, pour en faire une sorte de grand couloir de réappropriation de ce temple pour la ville, pour la nation. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que pour moi, hein, c'est une destruction du tissu urbain, absolument brutale. C'est une réaffirmation à travers l'architecture d'une certaine vision de la nation indienne, on pourra en parler, une sorte de reconquête nationaliste. Et je trouve que c'est extrêmement pertinent pour votre travail, parce que ça montre à quel point votre dispositif spatial nous dit des choses sur la société indienne. C'est-à-dire que ce dispositif spatial de créer ce couloir avec cet immense temple, avec des marches, hein, et là on a gardé les marches, il y a l'utilisation de la marche, mais c'est une forme, et vous avez bien vu les marches dans les photos, c'est une montée incroyable vers le complexe du temple, donc c'est vraiment la montée vers la nation hindoue telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le gouvernement indien. Donc ça, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que ça a été très débattu, et en réalité, les habitants de Bénarès ne semblent pas s'être opposés à cette nouvelle vision de la ville. De la même manière, cette rive inhabitée de l'autre côté du fleuve, qui est absolument magnifique, que vous regardiez les Ghats ou que vous tourniez le dos aux Ghats, vous êtes dans un paysage magique. Quand vous ne les regardez pas, vous avez cette rive en face extraordinaire, où aujourd'hui, on a construit des tentes pour faire hôtel. Alors je pense qu'on les enlève pendant la période de la mousson, mais qui est encore une fois une sorte de transformation, hein, une modernisation, mais qui semble nier tout ce que vous montrez dans votre livre, qui est aussi le rapport de ces Ghats à la nature, c'est-à-dire une sorte de capacité de construire en sorte de symbiose, ou en tout cas de respect de l'espace, de la topographie, de la nature, et en établissant ces sortes d'hôtels mobiles de l'autre côté de la rive, il me semble qu'on est dans la négation totale de ce qu'est Bénarès en réalité. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est mon interprétation, mais elle est peut-être totalement fausse. Et puis pour terminer, malheureusement, il me semble aussi que cette modernité, c'est une modernité non plus spirituelle, non plus propice à la multiplicité des usages, hein, au-delà de la spiritualité, au-delà même de l'hindouisme, hein, puisque Bénarès est ouvert à tous, avec une immense commodification
puisque pour aller visiter ce nouveau complexe, il faut soit laisser son sac, donc on est dans un espace sécurisé, on n'a pas le droit de rentrer avec des sacs, ou alors il faut payer une entrée. Donc on voit bien à quel point le nouveau GATT, je ne sais pas si vous allez l'étudier, mais je pense que ça rentrerait parfaitement bien, et vous en parlez en postface, et moi j'aimerais bien qu'on en discute, parce que je trouve que ça, en fait, ça légitime votre usage du dispositif du GATT comme dispositif spatial, parce que c'est un analyseur et un prisme pour lire vraiment la transformation de la société contemporaine. Alors je suis un peu sortie de la lecture de votre ouvrage, mais voilà, je voulais vous remercier vraiment sincèrement pour cette lecture que j'ai trouvée vraiment extrêmement passionnante. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci Marianne. Une lecture est stimulante dès lors qu'on peut en sortir et se retrouver ailleurs. Tout à fait. Non, merci pour toutes ces questions. Alors, je vais commencer par la dernière. Parce qu'en fait, vous avez vu des choses que moi, je n'ai pas vues. Parce que vous êtes allé là cette année. Et moi, ça fait presque 2 ans que je ne suis pas retournée à Bénarès. Donc, il y a plein de choses qui se sont... qui ont eu lieu depuis mon dont ce grand corridor là en 2019, et puis ces tentes que j'ai jamais vues, mais qui... alors, cette autre rive, c'est vrai que tout l'intérêt et la valeur des berges de Bénarès, des grades de Bénarès, c'est l'autre rive. Si elle n'était plus là, si elle disparaissait, il n'y aurait plus aucune valeur. Donc il y a vraiment, je crois que, oui, il y a eu plusieurs projets depuis plusieurs années de pouvoir reconstruire avec des pilotis. Alors c'est une plaine déversoire, donc on ne peut pas vraiment construire dessus, mais il y a des volontés, une envie de quand même bétoniser, construire des hôtels qui auraient vue sur les grades. Mais c'est vrai que ça serait un non-sens complet, parce que donc oui, moi je ne les ai pas vus ces tentes, mais j'imagine que ça doit vraiment changer le rapport à cette autre rive qui est vraiment... alors, ensuite, je voulais peut-être répondre à la question des influences architecturales différentes sur les différents grades. C'est ça, hein, un peu les influences stylistiques de ces différents grades. Alors, je le dis dans mon ouvrage, les bâtisseurs qui venaient construire sur le Gange venaient d'un peu partout en Asie du Sud, pas que en Inde, mais aussi du Népal, vraiment de et c'était beaucoup de petits royaumes, de commerçants, de banquiers, et chacun venait avec son architecture. Et donc, le grade qui a été construit par le roi du Népal ressemble beaucoup à une pagode népalaise, en tout cas le temple. Après les marches, c'est un endroit très intéressant, avec on a l'impression de vraiment de rentrer dans le creux d'une montagne pour monter au temple de Bénarès. Je ne sais pas si c'était voulu, mais c'est vrai que cet endroit-là appartient au roi de Bénarès depuis très longtemps. J'ai mis les dates, là, je pense. Ensuite, il y a tous les Rajputs qui viennent du Rajasthan et qui ont, eux, énormément construit les Rajputs et Madhya Pradesh, les Sindhia, par exemple. Voilà, Shivaji, tous les Marathas. Les Marathas, ils avaient vraiment
cette envie de construire cette rive, de la rendre... et eux pour asseoir, parce que ils n'avaient pas vraiment dans l'histoire, c'était un peu des nouveaux princes. Et donc pour asseoir leur architecture, ils vont beaucoup s'inspirer des Rajputs. Et donc on retrouve toute l'architecture un peu du Rajasthan, qu'on retrouve sur les grès du Bénares. Et c'est ça aussi un peu presque le charme de retrouver ces différents langages. Il y a des rois du sud aussi, du Coach Bihar, donc de l'est de l'Inde. Chacun va apporter son... Et quand j'ai parlé des Mongols, c'était plus par rapport aux fondations. Parce que les Mongols avaient cette capacité de construire, avaient cette connaissance de la construction hydraulique sur tout ce qui était ponts, berges. Et donc, il me semble qu'il y a eu vraiment une adoption de ces techniques pour bien asseoir. Parce qu'en fait, tous les je ne sais pas si tout ce qui était avant le XVIe siècle a disparu. On ne retrouve plus, ça a été emporté par le fleuve. Donc en fait, ce qui existe encore aujourd'hui, les palais les plus anciens, datent du XVIe siècle. Et c'est le roi d'Ambert qui était associé un peu au Moghol Akbar, et du coup qui va s'inspirer de toutes les constructions d'Akbar un peu partout dans le pays pour construire son palais là. Bon, j'espère, je ne sais pas si je peux répondre aux questions. Ensuite, il y avait la question de l'eau, de tous ces projets de purifier l'eau du Gange. Et c'est une très bonne question parce que c'est des discussions que j'ai pu avoir avec des personnes sur les grades qui me disaient mais c'est pas nous qui allons purifier le Gange, c'est le Gange qui purifie tout. Donc en fait, il n'y a pas à le purifier. Voilà. Et beaucoup des prêtres qui œuvrent, qui travaillent donc en tant que prêtres au service des pèlerins sur le Gange, ils ont besoin d'affirmer ce discours pour continuer d'accueillir les pèlerins qui viennent ici pour aller faire leur dévotion dans le Gange. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Après, il y a eu plusieurs projets, surtout dans les années 80, quand Rajiv Gandhi était au pouvoir. Il a lancé plein de projets pour assainir le Gange, et du coup il y a eu des tortues qui ont été mises dans le Gange pour qu'elles mangent un peu tous les détritus qu'il peut y avoir. Parce que souvent, quand des crémations se font en plein ville, des fois, c'est plus le cas. Et donc les tortues mangeaient tout ça. Il y a eu un crématorium électrique qui a été construit à cette époque-là, sur le deuxième grade de crémation, qui est le grade de Harishchandra, et le premier c'est Manikarnika. Il y a eu toutes ces pompes. J'ai montré la photo d'une des pompes, et c'est vrai qu'aux endroits où ces anciens ruisseaux aujourd'hui des égouts transformés. Mais des égouts, en fait, c'est pas des égouts de toute la ville. La partie
les grattes montent et ensuite il y a la ville qui redescend. Et donc c'est que la partie qui se trouve le long des grattes et qui se déverse dans le Gange. Donc ces égouts-là se déversaient dans le Gange et avec la population qui a augmenté, le nombre de pèlerins qui a augmenté, ils ont décidé de mettre ces pompes à égouts pour que elles pompent ces égouts et les emmènent les acheminent vers des lieux de traitement d'eau usée. Mais le souci, c'est que beaucoup de ces pompes travaillent à l'électricité et donc, comme il y a beaucoup de pannes d'électricité dans la ville, elles ne fonctionnent pas toutes. Donc l'eau continue, les égouts continuent de se déverser. Et donc il y a un grand prêtre qui était aussi ingénieur hydraulique. Vir Mishra, c'est ça. Vir Mishra, que j'avais rencontré parce qu'il est décédé, mais quand je faisais ma thèse, qui lui avait voulu instaurer un système où l'eau ne serait pas pompée par des pompes électriques, mais un système gravitaire pour que l'eau soit acheminée de façon... et ça, il était déçu que son système n'ait pas été... mais il avait un labo qui testait l'eau régulièrement, donc il y a eu... voilà, mais en tout cas, les habitants ont toujours une grande méfiance par rapport à tout ce que fait l'État, tout ce que fait la municipalité. Il y a souvent, même moi, quand je suis arrivée, c'est pour ça que il fallait que je leur dise que je n'étais pas là pour construire un nouveau projet, qu'il y avait encore, que je suis là pour étudier les grades, et donc le fait de dessiner juste des petits croquis au début et pas sortir mes outils pour faire les relevés, qui là, j'aurais rendu un peu plus méfiant. C'est important de vraiment parler, d'avoir un dialogue avec eux avant de commencer à mesurer. Et oui, il y a toujours, il y a vraiment... alors peut-être c'est aussi une habitude, hein, un peu comme le français qui est râlé, il y a cette question... La question, elle était un petit peu différente, c'est-à-dire que, par exemple, le mouvement qu'avait construit Vir Mishra autour d'un modèle un peu contre-expert par rapport au grand projet que vous mentionnez, le Ganga Action Plan, montre bien que le Gange, c'est le cœur battant en fait, de la ville. Et effectivement, c'est un personnage assez fascinant. Et moi, ce que je posais comme question, est-ce qu'on a eu ce même type de mouvement ou pas, par exemple, par rapport à la transformation du patrimoine, puisque vous montrez bien qu'il y a des palais qui ont été transformés en hôtels, sur lesquels on a gardé la façade, mais on a détruit derrière. Parce que d'abord, ça nous dit quelque chose de ce qui est important pour les habitants, sur quoi ils se mobilisent. Alors, est-ce que ça a existé ou pas du tout? Parce que ça donne aussi ça permet de lire ce qui est central pour les habitants de Bénarès. Donc il n'y a pas que l'eau, il y a aussi le bâti, oui. Et ça, je ne sais pas si justement là aussi, il y a la Society, une société qui a voulu, qui a préparé tout un document pour inscrire la ville au patrimoine de l'UNESCO. Et ça n'a pas été accepté par la ville. Il faut que la ville accepte le plan pour que ça soit envoyé ensuite à des lits nationales. En fait, la municipalité ne veut absolument pas que la ville soit inscrite à l'UNESCO parce que ça serait devoir respecter trop de règles qui ne sont pas dans leur intérêt, en fait.
Et donc, il y a des règles qui existent par rapport à la construction. Il ne faut pas construire de nouveaux bâtiments au-delà des 200 mètres des grattes. Mais elles ne sont pas du tout respectées. Et puis, il n'y a pas que les façades qui sont violées, on voit aussi des bâtiments en béton qui sont superposés sur les anciennes grattes. Après, pourquoi pas, hein, les personnes souvent vivent de ça, de ces hôtels. Bon, ça pose des questions, en tout cas, et les habitants, il y a un côté un peu nostalgique toujours, c'était mieux avant, et donc, ils critiquent ces nouveaux, et en même temps, c'est accepté aussi. Cette démarche de classement, elle venait d'où? Elle venait d'une petite NGO de la ville, un petit groupe qui voulait et qui avait fait toute une étude avec même des étudiants qui venaient de la ville. Il y avait vraiment toute une étude qui avait été entreprise et qui n'a jamais abouti parce que... C'était en partie exogène, c'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement des habitants, comment dire. Il y avait des historiens, des habitants savants, voilà, de la ville. D'élite intellectuelle de la ville. Voilà, qui s'étaient formés autour de cette... Mais c'est pas vraisemblable. Oui. Et ensuite, il y avait la question de ce mélange entre l'ancien et le moderne qui existe, la Bénarès qui est complètement acceptée, on a des fois des endroits sur la berge, des petits sanctuaires magnifiques qui sont recouverts de tiles, de carnage, hein, parce que ça peut plus propre, c'est plus beau, plus moderne. Mais voilà, c'est des goûts aussi qui sont un indice du refus du classement patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, complètement. Et ensuite, il y a cette histoire de ce projet, alors j'en parle dans mon postface. La construction des grattes à l'ère du tourisme de masse, je crois que c'est mon titre. Et là, ce qui me choque beaucoup dans ce projet, c'est que ça détruit tout un ensemble de tissus urbains très très anciens. Des tissus urbains les plus anciens de la ville, qui a été donc sur 500 mètres et 5 km, je ne sais plus combien d'hectares, de ruelles, de maisons, de temples, de sanctuaires, complètement démolis. Et à la place de ça, un centre commercial dédié aux pèlerins. Et qui glorifie une belle image de cette Inde qui veut hindouiste. Et ce qui est très, très intéressant, c'est la façon dont l'architecte utilise des propos qui avaient été utilisés aussi quand Le Corbusier voulait détruire toute une partie du camp voisin. Il dit c'est un lieu insalubre et où vivent des gens pauvres. Donc ça suffit de justifier la destruction de tout un tissu urbain où des gens habitent, travaillent.
Alors, ça s'est fait, c'était 10 ans après, en tout cas, après que j'ai fait moi mon terrain sur les berges. Donc, j'ai pas pu voir ce projet-là. Et je ne pouvais pas publier ce livre l'année dernière sans parler de ce projet qui se fait vraiment en plein cœur des berges de Bénarès. Après, je ne l'ai pas visité. Et j'ai parlé avec des habitants. Je les ai appelés pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Et ils sont assez contents, en fait. Ils disent que ça va aider les pèlerins. Mais le fait que des habitants soient délogés, tout ça, ça les affecte. Alors, moi, pour tout vous dire, je ne l'ai pas vu non plus, malgré ma visite récente, parce que j'étais... ça me donne un peu une idée de ce complexe, parce que j'étais avec une amie, on est toutes les deux étrangères, et donc on s'est dit, je me suis dit, je vais quand même aller voir... je m'intéresse quand même à la transformation urbaine, et donc en passant par l'extérieur, non pas par les Ghates, pour arriver à ce temple, au moment devant la porte d'entrée, on me dit bien non, il faut aller prendre un billet à la fondation, au trust qui gère ce temple, hein, et ça coûte voilà, 500 roupies. On va à ce trust là, et là on lui dit ah mais non, là c'est pas l'heure, il faut venir à telle heure. Donc en réalité, alors, je ne sais pas si c'était parce que nous étions étrangères et que c'était pas exactement la même chose pour les Indiens, même si moi j'ai droit, j'ai un permis de séjour, et donc j'ai dit mais moi j'ai un permis de séjour, on m'a dit mais quand même, donc il faut laisser son sac, vous avez un petit endroit pour mettre votre sac, et on me dit il y a des heures de prière qui sont en réalité les heures auxquelles on peut rentrer dans ce lieu. Donc je dis bon bah c'est pas grave, on va pas y aller. Et puis on a fait le tour, on est passé dans les ruelles, et comme vous le dites bien, on repasse, on arrive de nouveau sur le Ghat, et puis on fait notre petit chemin le long des Ghats, et puis là bah, je vois bien qu'il y a les grands escaliers qui amènent encore à ce complexe, et je vois plein de gens qui rentrent, donc je me dis bah, je vais y aller là, je vais passer par là. Et là, eh bien non, je ne peux toujours pas y aller puisque j'avais un gros sac à dos, un petit sac à dos, et les sacs sont interdits pour des raisons de sécurité. Et donc je trouve que c'est vraiment, voilà, moi je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu l'intérieur, puisque d'un côté c'était la sécurité, en gros, voilà, la militarisation quasiment, hein, je ne vais pas utiliser ce terme-là, c'est peut-être un peu... Et de l'autre côté, c'est l'accès par le paiement, donc... voilà, je trouve aussi... Et alors moi j'ai parlé à 2 ou 3 personnes qui au contraire n'étaient pas du tout, mais c'était peut-être exceptionnel. Une prof que j'ai rencontrée par hasard de l'université de Bénarès qui m'expliquait à quel point effectivement il y avait beaucoup de gens qui ont été délogés, et je suis totalement d'accord avec vous, dont une population, il faut bien le rappeler, dans ce tissu urbain, ce cœur de ville, aussi une partie de population musulmane, que le gouvernement était tout à fait heureux de pouvoir... gentiment mettre à l'extérieur de ce passage. Et en vous écoutant, ça m'est encore venu de manière plus claire, c'est aussi, comme vous dites, il y a eu tellement de temples, il y a des temples dans toutes les maisons en réalité. Donc il y a je ne sais pas combien de milliers de temples à Bénarès. Et en créant ce couloir, on a éliminé, on a effacé tous ces temples, et on érige un temple comme le symbole de l'hindouisme. Et ça aussi, je trouve que c'est une forme de vision de l'hindouisme qui est à l'antithèse de ce qu'est l'hindouisme et à l'antithèse de ce que montre Bénarès, puisque vous le montrez très bien dans votre livre, chaque espace, des petits sanctuaires, des petits... Voilà, donc bon, je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est une opération de grande brutalité sur cette ville, mais qui va rapporter politiquement, financièrement. Et bon, voilà. Je suis ravie de savoir que nous sommes sur la même longueur d'onde sur ce projet. Et j'imagine que ça ouvrira plein d'autres projets de ce type dans les visions modernes des villes. Est-ce que on passe la parole à une question qui viendrait de notre auditoire? Oui, madame. J'avais juste une petite question par rapport à ce que vous venez de dire qui m'intéresse. Le temple en question,
c'est un nouveau temple qui a été construit ou c'est un temple qui existait déjà et qui, pour lequel on fait maintenant une grande avenue en gâte pour y accéder? C'est un nouveau temple ou s'il existait auparavant? Non, c'est un temple qui existait auparavant. C'est un temple qui existait, il n'y a pas eu un nouveau temple de construit. Dont l'accès était complètement dans une sorte de labyrinthe urbain en fait. On a créé, voilà, on a ouvert l'accès. D'accord. Mais il n'a pas été remanié par... Je sais. En fait, c'est pas vraiment un couloir. C'est une avenue. Ouais, c'est une sorte de on a creusé une percée. Voilà. Merci pour la présentation très intéressante. J'ai deux questions. Première liée je pense que pour les villes asiatiques, on a toujours la question de comment la ville a été transformée après la colonisation et comment on conservait des savoir-faire anciens. Et moi, je trouve c'est très intéressant que tu parlais que tu as le moment de colonisation anglaise, ils ont desséché certaines zones humides. Et je me demande comment, en fait, cet espace, un peu rituel, religieux, architectural, comment ils arrivent à échapper la transformation par les savoir-faire occidentaux. Je parlais de ça, je réfère à l'autre ville asiatique qui était colonisée par soit américains, soit anglais. En fait, pour la question de hygiène ou pour la question de, de gestion de discrimination, par exemple, en fait, il y a plein de villes qui ont été transformées. Le Berge était toujours indiqué. Donc, je me demande comment, en fait, cette ville arrive à échapper ça, ou c'était parce que la culture est tellement forte. La pratique culturelle qui était très forte pour pouvoir garder ça, parce que je me dis que cet espace, c'est comme si une médiance entre l'homme, l'environnement et le monde visible et invisible. Donc moi j'aimerais bien savoir si tu as une réponse sur ce sujet-là. Et la deuxième, du coup je vais revenir sur la question de gestion de discrimination. Quand tu parlais de l'écart de l'eau entre le cru et pendant l'été, qui peut avoir 10 mètres de distance, l'eau. Donc moi j'aimerais bien, et au vu de l'image que tu as présentée, je ne vois pas trop de dispositifs contre l'eau qui rentrait dans la ville. Donc moi, et la construction des villes et le Berge, je vois qu'il y a très près. Donc moi j'aimerais bien savoir, est-ce que la ville qui décède, est-ce qu'il y a déjà le cru qui inonde toute la ville? Si oui, comment en fait la ville gère ça? Donc moi j'aimerais bien savoir où il y a des dispositifs spécifiques pour ça. Merci pour ces deux très bonnes questions. La première, alors, c'est vrai que beaucoup des bassins, en fait les deux questions sont très reliées. Tous les bassins, alors il y a le fleuve d'un côté, ensuite il y a la haute berge qui monte très haut. Le Bourlet. Le Bourlet, voilà. Et de l'autre côté, il y a toute une série d'étangs, de lacs, plus ou moins grands. Et il y a toujours énormément de temples qui bordaient ces étangs et ces lacs. Parce que tout lieu où il y a de l'eau est sacré. En Inde, il y a vraiment un lien avec l'eau, que ce soit les bassins et surtout à Bénarès. Donc tous ces temples existent toujours. Même si les bassins ont été asséchés, les temples existent, les rituels continuent. Il y a même un temple, j'en parle aussi dans le livre, qui est souterrain. Et il y avait tout un passage souterrain de l'eau du Gange qui permettait d'accéder à ce temple. Alors, ce passage n'existe plus aujourd'hui, il a été barré à un moment donné, mais le temple existe toujours et on descend plusieurs étages pour arriver dans le Tchelva, dans le sanctuaire
pouvait causer le Nil. Donc, voilà, même les rituels continuent, les gestes, tout ça continue de fonctionner. Même, et c'est aussi ce dont je parlais, ces anciens ruisseaux qui alors, lieu de confluence, créent des lieux les plus importants sur le fleuve. C'est encore aujourd'hui les lieux les plus où les pèlerins viennent en flot, alors que c'est aujourd'hui les lieux les plus pollués. Donc et la deuxième question, alors il y a déjà l'autre rive qui prend toute l'eau. Bon, dans la mousson, c'est elle qui sert un peu de déversoir. Et donc la ville, elle est très rarement polluée, inondée. Et dans l'ancien temps, il y avait une connexion entre ces ruisseaux et tous ces bassins. Et quand il y avait des grandes crues, l'eau, au lieu de ruisseler vers le Gange, prenait une direction opposée. Donc c'est l'eau du Gange qui alimentait ces ruisseaux, et l'eau se déversait dans ces étangs. Et on trouvait donc tout ce bourrelet devenant comme une petite île entourée d'eau. Donc ça, moi je n'ai jamais vu, je ne sais pas de quand ça date, on n'a pas de date précise, mais ça a existé, ce circuit qui était très ingénieux en fait, pour que la ville ne s'inonde pas, il y avait tous ces bassins. Aujourd'hui, s'il y a des inondations dans la ville, c'est pour d'autres raisons. C'est pas des inondations qui viennent du fleuve. Il n'y a plus des crues aussi exceptionnelles. C'est entre 5 et 10 mètres tous les ans. La dernière, c'était en 78. Mais aujourd'hui, l'eau est tellement pompée sur son cours. En fait, il y a la crainte plutôt qu'il n'y ait pas assez d'eau. Je voudrais bien poser une question concernant les documents que vous avez présentés. Savez-vous s'il existe une carte qui aurait été réalisée durant la période moghole? C'est-à-dire que les musulmans ont occupé Bénarès pendant près de 700 ans, et moi j'ai pas trouvé de carte qui date avant Princesse, donc en 1822. Et donc, savez-vous si les musulmans ont cartographié la ville de Bénarès durant l'occupation moghole? Alors, il y a un plan parcellaire qui existe. Je l'ai vu, je l'ai vu dans une publication de Niels Gustjo sur Bénarès, où il montre, alors je vais peut-être, oui, où on a ce parcellaire, alors je ne me souviens pas de quand il date. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de document. Mais ce parcellaire permet, en fait, je l'ai retrouvé, les originaux, je les ai vus, j'ai vu 2 planches d'originaux dans celui de Princesse. Mais j'ai vu tout le reste de ce parcellaire recopié avec les chiffres donc ourdou. Et c'est ça dans le service des impôts. Et donc oui, ça existait. Ça existait sûrement du temps des Mongols. Alors j'ai pas vu l'original, mais ça a été recopié, et c'est nécessaire pour collecter les impôts qui finalement, on a dit, il ne faut jamais collecter. Les gens ne payent jamais rien, mais ils existent. Et moi, comme je faisais ce travail sur la berge, ils m'ont laissé photocopier uniquement la partie qui donnait sur le Gange, et pas le reste de la ville, parce qu'ils ne voulaient pas. Mais ça existe pour moi. Et au niveau de la grande mosquée qu'on voit on voit dominer le paysage justement de tous les panoramas, il n'y a pas de date qui lui est associée. Oui. Il y a un grade en dessous qui lui est associé. Et en fait, à l'origine, il y avait un temple qui avait été construit là. Ce temple a été par c'est la dernière français
voyage en Inde au XVIe, XVIIe siècle et a été jolie du temps du XVIIe siècle. Remplacée par les deux minarets qui ont les voix dans le panorama, mais aujourd'hui ils sont démontés. Catherine. Moi j'avais peut-être une dernière question, je n'ai pas été attentive dans la stratégie de recherche. Vous avez des architectes, des enseignants, des gens comme Rachel, qui se placent comme les héritiers de cette histoire de la modernité, et encore des types d'architecture traditionnelle. Il a la tête de alors non, j'ai pas fait ce choix d'aller des architectes d'aujourd'hui. J'ai vu un peu ce que faisait Intact, donc c'est un bureau qui travaille sur son patrimoine un peu partout en Inde. Oui, ça aurait été intéressant de connaître le point de vue. Je sais qu'il y a des projets, par exemple le projet de Charles Correa à Jaipur, où il s'inspire beaucoup du système du Vastu pour construire ces divers bâtiments. Je ne sais pas si ces architectes s'inspirent et parlent de Benares en fait. Je pense que et c'est dommage parce que si aujourd'hui dans les projets d'aménagement des berges on n'a plus ce dispositif, c'est parce que c'est pas du tout mis en valeur par les grands architectes modernes de l'Inde. Mais puisque je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose à votre question, mais je ne connais pas très bien, mais il me semble que, vous avez cité Rajneval, il me semble que son travail, justement, n'est pas du tout, enfin moi ce que j'en comprends de son travail, en fait ce qui est très intéressant à Benares, c'est cette sorte de, comment dire, c'est pas une symbiose, mais c'est une capacité à construire avec l'environnement. Je trouve que vous mettrez bien en évidence, c'est-à-dire le long des ruisseaux, de prendre en compte, de protéger la ville, à la fois de donner accès au fleuve. Il me semble que par exemple le travail de quelqu'un comme Rajneval s'extirpe de l'environnement pour moi, la manière dont je vois, la manière dont il construit. En réalité, il est dans il met au centre le bâtiment, l'objet qu'il construit. Je trouve que justement dans son travail, les arbres, par exemple, on ne les voit pas beaucoup, il me semble, dans ce qu'il fait. Il me semble, moi, donc peut-être qu'il y a d'autres architectes qui ont... Effectivement, je pense que le rapport des modernes, c'est beaucoup plus à l'architecture moghole, aux effets de ventilation, aux effets d'espace, plus qu'à la relation... à la nature, mais je ne connais pas très bien, mais voilà. Et pas seulement la nature, mais la ville ancienne. Oui, c'est ça, je me demandais si il y avait des architectes sensibles à ces questions que vous montrez là-bas. Oui, il y a des architectes. Oui. Par contre, si je peux me permettre, puisque vous parliez de Charles Correa, en fait, pour les avoir visités, par exemple, Charles Correa, il a quand même travaillé sur les planètes, et souvent les architectures qu'il a faites, donc même celle qui est à Lisbonne, c'est au bord de l'eau, et il y a souvent des marches, parce qu'il y a toujours un auditorium qui est en plein air. Et par exemple, le Bhavan à Bhopal, il y a des marches, ça donne sur l'eau, il y a un lac, vous allez à Panjim, où il y a la Canal Academy, ou je ne sais plus comment s'appelle le bâtiment, vous êtes au bord de l'eau. Il y a Charles Correa fait partie des architectes indiens qui a vraiment, bon maintenant il est mort, mais il a vraiment travaillé avec la nature et avec l'eau. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de lui, parce que c'est lui qui vous vient spontanément, mais effectivement lui il a vraiment une architecture de bord de l'eau, et il y a toujours des grands centres extérieurs pour des spectacles, pour des lieux de rencontre et d'échanges. Et puis il y a Louis Kahn à Dhaka qui a fait le Parlement, qui je crois aussi sur un plan d'eau. C'est vrai que c'est bon, après c'est pas un indien, mais
Ça se passe en Et même Bangladesh. dans son institut à l'ELM, Je ne l'ai pas vu, mais lui, il a vraiment travaillé aussi après sur l'Inde avec un rapport avec la nature de toute façon. Y aurait-il d'autres questions? Donc il n'y aura pas d'autres réponses. J'avais une question, est-ce que ça vous a donné envie de retourner à Bénarès pour voir ce qui a été fait un peu, moi j'en ai entendu parler justement par quelqu'un qui est allé aussi là récemment, et en fait, bon là c'est une dame qui va très régulièrement pour des raisons de musique, et en fait elle a plus envie d'aller là-bas. Elle a dit que ça a dénaturé toute la vibration de la ville, et elle, puisque vous dites les précisions par rapport aux musulmans, par rapport à tout ce qui se passe quand même dans le gouvernement, là c'est une vibration qui, voilà, ça change les... On sent que j'ai très critique, hein, oui, mais je n'ai pas vu pour l'instant. Il y a ça, et puis moi qui suis allée 30 ans après, et j'en parlais avec vous ce matin, il y a une sorte de... Alors maintenant, il y a deux grandes... la prière du soir qui est devenue un grand spectacle. Ça aussi. Et moi, j'ai aucun souvenir de ça. Donc il y a des milliers de bateaux en face des gars pour voir ces spectacles qui sont chorégraphiés. Vraiment, c'est incroyable. Et donc c'est vrai que on a l'impression que ce qui faisait le charme de Bénarès, c'est cette capacité à flâner, à déambuler au gré de nos envies, et en fait complètement maintenant discipliné. Puis c'est marchandisé. Marchandisé, discipliné. C'est devenu une marchandise. Après, c'est le sort d'autres villes. Là, d'où peut-être l'intérêt. J'en parle aussi de la Absolument. Absolument. C'est vraiment frappant. Hein. Si, pardon, j'aurais une question. J'ai découvert de nouveau la notion de tirta ou tirt. Je travaille sur ce thème, enfin sur une recherche sur ce mot. Est-ce qu'il y a quelque chose à Bénarès qui matérialise ce lieu ou ce concept? Selon les auteurs, Bénarès est un tirta, pour d'autres, il y a 5 tirtas sur Bénarès. Enfin, je vais revenir vers vous par écrit sur cette question. Non, mais j'ai tout à chapitre. C'est le chapitre 7 qui... J'ai pas de réponse à... C'est le grand tirt. C'est le Mahatirt. Est-ce qu'il y a une construction qui représente cette notion? Est-ce qu'il y a un ghat en particulier ou est-ce qu'il y a un bâtiment, un temple? Non, parce que Tirt, je pense que c'est un lieu de passage qui permettait d'aller d'une ville à l'autre. C'est ça l'origine du mot. Et donc, aujourd'hui, c'est symbolique. Le Mahatirt, c'est là quand on fait le grand passage de la vie à la mort. Il y a un peu ce symbolique. Mais matériellement, non, moi, j'ai pas cherché en tout cas. C'est pas un ghat plus important que les autres qui serait... Il y a, oui, où il y a la création, c'est le Mahatirt. Et pour les discussions de spécialistes, je vous invite à partager un verre de l'amitié entre spécialistes. Et merci beaucoup à